Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public en direct et en public, non pas tout à fait en direct, mais en public absolument, de l'école alsacienne, ce qui fait d'ailleurs qu'après la conversation que nous allons avoir maintenant, nous enregistrerons des échanges, des réactions, des commentaires, des objections avec le public qui est venu fidèle comme chaque fois que nous enregistrons ici à l'école alsacienne et devant qui nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Antoine Fouché, président de l'agence de conseil Quintet, et Lucille Schmitt, présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Les mystères du Louvre ». Il est chapeauté ainsi. Dans ce numéro, nous avons voulu mieux comprendre ce qui fait du Louvre un trésor national, trait d'union d'une longue histoire commencée en plein Moyen-Âge, avec la construction, à la fin du XIIe siècle, d'une forteresse sur les rives de la Seine, à l'initiative du roi Philippe Auguste. Le 1 Hebdo vous raconte l'histoire à hauteur d'hommes, de femmes et d'œuvres de ce musée aujourd'hui engagé dans une course au gigantisme. Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 7 décembre et on peut déjà s'y inscrire. Mercredi, nous mettrons en ligne l'enregistrement des échanges avec le public qui suivra notre conversation et toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, d'un compendium, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement, ce qui d'ailleurs ne devrait pas vous empêcher de contribuer au financement de cette émission. Il est essentiel, comme vous le savez, et nous entrons dans les 2 derniers mois pendant lesquels vous pouvez faire des dons déductibles à hauteur de 66%. Nous allons maintenant nous intéresser à un sujet épineux et tortueux, le bilan de l'examen de la loi de finances. Les députés ont commencé le 24 octobre l'examen de la partie recettes du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Après les 3 premiers jours de débat à l'Assemblée, les députés ont dégradé d'environ 4 milliards d'euros l'équilibre de la copie initiale. Lundi, la hausse de 2 milliards d'euros de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises a été votée à l'initiative du gouvernement, mais contre son camp. Les députés ont également adopté une mesure plus favorable aux entreprises en votant l'article 11 du PLF qui prévoit de reprendre l'an prochain la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée, sur la valeur ajoutée des entreprises dont l'exécutif souhaite la suppression progressive pour soutenir la dynamique de réindustrialisation. Mercredi, les députés ont continué à détricoter la copie budgétaire du gouvernement avec l'adoption de 2 amendements déposés par la France insoumise, l'un pour élargir le champ d'application de l'impôt minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales, l'autre pour instaurer une taxe exceptionnelle sur les superdividendes. De son côté, le Rassemblement national a fait adopter, grâce à l'abstention de la gauche, une taxe de 33% sur les rachats d'actions qui, selon lui, rapporterait 8 milliards d'euros. Face à ces revers pour le gouvernement, le bloc central a dénoncé depuis mardi une surenchère fiscale. Vendredi, l'article 3 du projet de loi sur le budget, la taxation des holdings, a été adopté par 224 députés contre 10. La gauche s'est abstenue. La taxe Zuckman sur les très hauts patrimoines a été largement rejetée, ainsi que sa version allégée malgré la pression du Parti socialiste. Vendredi soir, les députés ont lesté le budget Le Cornu de près de 45 milliards de taxes supplémentaires, notamment la taxation proportionnelle des multinationales de 25 milliards, l'extension de la taxe sur les rachats d'actions 8 milliards, la surtaxe de l'impôt sur les sociétés 6 milliards et dans la nuit un impôt sur la fortune improductive. Le Premier ministre a annoncé de nouvelles discussions avec les différents groupes parlementaires ce week-end, plus précisément ce dimanche, et les débats reprendront lundi. Les députés arrêteront leur discussion sur le PLF lundi soir avant de s'attaquer au projet de loi de financement de la sécurité sociale à partir de mardi. Après son vote, prévu le 12 novembre, les débats pourront reprendre sur les recettes de l'État pour enchaîner sur la deuxième partie du PLF
concernant les dépenses. Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale doivent être adoptés avant le 31 décembre. Les débats sont serrés entre promesses de ne pas recourir au 49.3 et débat sur la réforme des retraites. Sur cette question, Antoine Fouché. Merci Philippe. Même si ça fait à peine 36 heures que les députés ont terminé l'examen de cette première partie du projet de loi de finances, je pense que si on prend du recul, on peut d'ores et déjà dire, indépendamment de l'ensemble des dispositifs que vous avez cités dans le détail, qu'il y a 5 tendances de fond qui se dégagent et que ce sont 5 tendances de fond qui sont en pleine continuité de ce que nous, Français, faisons depuis 50 ans, contrairement aux apparences. La première tendance, c'est que ce budget va accroître la dette. On était en 1975 à 20% de déficit. La dette représentait 20% du PIB, c'est 115% aujourd'hui. On va simplement franchir l'année prochaine un seuil symbolique avec 80 milliards d'euros de services de la dette, donc pour rembourser les intérêts de la dette. L'année prochaine, pour la première fois de notre histoire, à ma connaissance, on dépensera plus d'argent collectivement pour rembourser les intérêts de la dette que pour éduquer nos enfants. Mais c'est une tendance de fond, ça ne vient pas de ce budget-là. La deuxième tendance, c'est que c'est un budget qui accroît les dépenses sociales. C'est vrai que en 1975, on était à 46%, les dépenses représentaient 46% du PIB. Aujourd'hui, c'est 57%. C'est uniquement des dépenses sociales qui ont augmenté. 7 points de retraite, 3 points d'assurance maladie, 1 point de solidarité. Et ce budget-là continue d'augmenter les dépenses sociales, évidemment avec notamment la suspension des dépenses la suspension de la réforme des retraites, et puis la volonté de ne pas mettre la franchise sur les dépenses d'assurance maladie. Mais enfin, là aussi, on continue comme sur la tendance des 50 dernières années, c'est-à-dire davantage de dépenses de prestations sociales, année après année. La troisième tendance, c'est la négligence des services publics. C'est ce qu'on fait depuis 50 ans. Ça se voit dans le PIB. Alors, c'est que des moyens, mais nos dépenses pour l'éducation, pour la sécurité, pour la défense n'augmentent pas depuis 50 ans en pourcentage du PIB, et ça continue. On aura, c'est pas encore voté, mais il n'y a pas eu, à ma connaissance, beaucoup de protestations là-dessus, 4600 enseignants en moins dans notre pays l'année prochaine. Évidemment, il y a moins d'enfants, mais on est quand même le 10e pays dans lequel il y a le plus d'enfants par classe de toute l'Europe, et donc on a un effort à faire là-dessus en termes d'accroissement des moyens pour l'éducation de nos enfants. Quatrième tendance, la taxation des travailleurs. Elle était à 31% il y a 50 ans, à 40% il y a 30 ans. On est aujourd'hui à 46%. L'année prochaine, il y aura les gens qui travaillent, les 28 millions de gens qui travaillent, 20 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires, 3 millions d'indépendants, paieront davantage de cotisations sociales. Alors, le quantum est pas encore déterminé. C'est au minimum 4 milliards d'euros parce que c'est déjà voté depuis l'année dernière. Il y a quelque chose qui est passé assez inaperçu, mais qui me semble symboliquement presque obscène, et je pèse mes mots, c'est le fait que les 800 à 900 000 jeunes qui sont en apprentissage verront l'année prochaine leur salaire, leur charge augmenter de 22%. Sur 50% de leur salaire, c'est-à-dire de 10% de leur salaire, que chacun qui gagne sa vie en travaillant s'imagine avoir 10% de charge, donc 10% de salaire en moins l'année prochaine. C'est ce que nous allons faire, c'est ce qu'il y a dans le budget. Ça n'a pas été, à ma connaissance, très vertement contesté, ça a été très défendu par le ministre du Travail. Nous allons vers une diminution de 10% des salaires des jeunes qui travaillent pour payer leurs études en apprentissage. Et puis la cinquième tendance, c'est les prélèvements obligatoires. Alors c'est moins évident sur 50 ans, c'est-à-dire ça monte et ça baisse. Notre record de France, c'est 45%, c'était en 2017. Là, on est à 43. Si les chiffres que Philippe a donnés sont confirmés, c'est-à-dire si le budget arrivait effectivement à voter à peu près 50 à 60 milliards de taxes supplémentaires, on remonterait au record de France, 45% de prélèvements obligatoires. Tout ça pour faire une conclusion et en terminer là, c'est que, me semble-t-il, quand on replace ces grands choix après une dizaine de jours d'examen du budget, dans les tendances de fond de France, on voit de notre pays depuis un demi-siècle, on voit que le budget soit issu d'un compromis parlementaire, comme aujourd'hui, qu'il soit issu d'un gouvernement majoritaire ou d'un gouvernement qui recourt au 49.3, en fait, le résultat est quasiment le même.
puisque sur ces 5 tendances de fond, qui consistent à dépenser plus pour le social, moins pour les services publics, en taxant davantage les travailleurs et en augmentant régulièrement les prélèvements obligatoires d'une façon régulière, eh bien, on aboutit à la situation dans laquelle on est, où on est aujourd'hui le 26e PIB par habitant du monde, alors qu'on était le 5e il y a 50 ans. Et donc, en fait, ce qu'il y a de plus, me semble-t-il, on peut taper sur les parlementaires en disant que ce budget est inadmissible. Quand on prend du recul, me semble-t-il, on voit que, en fait, c'est plus de la continuité que de la rupture, même s'il y a une taxation plus forte des grandes entreprises qui est un peu spectaculaire, mais qui doit, à mon avis, ne pas cacher les tendances de fond. Et donc, ce budget correspond, ça fait très mal au cœur de le dire, mais il correspond aux tendances profondes de la société française. Toujours plus de prestations individuelles, une négligence des services publics et un endettement, considérant que ce n'est pas une question importante pour nous, anciennes grandes puissances. Lucile Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je voudrais repartir effectivement de ce que vient de dire Antoine sur les tendances de fond de la société française. C'est vrai que la France se caractérise par un État-providence fort, un attachement à la redistribution sociale, mais aujourd'hui, que veulent vraiment les Français ? Ça, c'est un point sur lequel les députés, à l'évidence, pensent que les Français veulent effectivement un maintien de tendances lourdes et au fond un maintien du déficit. On se rappelle que François Bayrou est tombé sur le fait de dire, au fond, partageons ensemble cette question de la dette qui est un poids pour les générations futures et comment est-ce qu'on fait face ensemble à cette question de la dette. On voit que les députés aujourd'hui y répondent par le fait de dire, maintenant au fond des tendances lourdes d'endettement pour des prestations sociales et comme vient de le dire Antoine, sans pari sur l'avenir en termes certes d'éducation mais aussi par exemple d'écologie ou de capacité à libérer l'initiative économique. On voit aussi que c'est une sorte de déni par rapport à la promesse qu'avait portée Emmanuel Macron en 2017, puisque je vous le rappelle, l'idée était de libérer l'initiative individuelle et aussi de regarder l'avenir en élargissant le cercle de ceux qui sont intéressés à la politique. Moi, je pense, contrairement à Antoine, qu'une grande partie de la société française serait prête à faire ses choix, mais qu'aujourd'hui, les députés agissent dans une vision ultra-conservatrice de cette société, avec l'idée qu'au fond, elle est juste prête à préserver un certain nombre de corporatismes, et il me semble que chacun, dans le champ politique qui est le sien, que ce soit les socialistes, que ce soit la France insoumise, que ce soit la droite, tient des jeux de rôle qui sont des jeux de rôle ultra-conservateurs qui, au fond, ne font pas le pari d'une société française qui serait prête, au contraire, à établir une perspective. Donc je pense que dans cette question de qui est responsable, la société ou ses représentants, on doit d'abord regarder ce que font les représentants, puisque sur ce que fait la société ou ce qu'elle souhaiterait, on n'a guère aujourd'hui d'éléments tangibles, si ce n'est des sondages d'opinion qui s'accumulent jour après jour. Je voudrais aussi dire une chose assez forte, c'est que dans ce qui se passe, on s'aperçoit aujourd'hui, parce qu'on est intéressé à ce qui se passe à l'Assemblée et dans le vote budgétaire, de ce qu'est cet exercice, qui est un exercice de donnant-donnant, de marchandage, sans tracer une ligne claire sur le plan, si je puis dire, éditorial et budgétaire. On ne sait pas, dans cette foire à la saucisse fiscale, ce que vont rapporter les impôts qui sont proposés. Et là-dessus, le fait que l'administration ne puisse pas du tout peser sur les débats, en tout cas ouvertement, est un vrai sujet, parce qu'on a une administration fiscale qui est extrêmement compétente. Et le ministre de l'économie, Roland Lescure, a rappelé que un certain nombre de propositions qui sont faites par les parlementaires ne sont sans doute pas opérationnelles. Ça, je pense que c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on compte, après la discussion parlementaire, au fond sur le Conseil constitutionnel pour dire ce qui n'est pas conforme à la Constitution, sur l'administration fiscale pour dire, au fond, ce qui ne rapportera rien. Et donc, on est dans un exercice de démagogie. Moi, c'est ça qui me frappe. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que c'est aussi un théâtre d'ombre, puisque au nom du fait qu'on n'utilisera pas le 49.3, en fait, on dit ce sont les parlementaires qui discutent entre eux. Mais toute personne qui connaît un petit peu les fonctionnaires à Bercy, ce qui est mon cas, sait que les amendements sont préparés par les administrations et ensuite remis clé en main aux parlementaires, parce qu'on considère qu'au fond, les parlementaires ne sont pas vraiment capables, au fond, de fournir la compétence technique nécessaire. Qu'est-ce que ça signifie, une démocratie où on raconte dans les médias qu'en fait, c'est les parlementaires qui discutent, où en fait, il y a en arrière-plan des fonctionnaires qui préparent des amendements, qui le remettent clé en main à des parlementaires. Ça signifie que ça alimente tous les fantasmes sur un déni de démocratie, sur l'état profond, comme le dirait Trump. Et donc, il y a un sujet de dysfonctionnement, me semble-t-il, entre ce qu'on nous raconte et ce qui se passe réellement. La troisième chose que je voulais dire, c'est que sur la question des prestations sociales dont parlait Antoine,
C'est vrai, il faudrait sans doute limiter un certain nombre de prestations sociales, mais en les mettant clairement sous conditions de ressources. C'est ça le sujet. C'est qu'en fait, on ne peut pas ignorer le fait qu'on est dans une société de plus en plus inégalitaire et que dans une société de plus en plus inégalitaire, les conditions de la redistribution doivent changer de façon à ce que la redistribution soit plus efficace, lutte contre les inégalités et ne soit pas répartie uniformément. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'effectivement, on sent bien de part et d'autre, pour le coup, en termes de corporatisme et de répartition du champ politique entre les différents partis, qu'on veut toujours effectivement exonérer les retraités, ceux qui sont plus âgés, au motif que chacun compte en fait sur cette clientèle par rapport à clientèle électorale, par rapport à ce que serait la clientèle électorale de la jeunesse. Moi, j'inviterais à considérer ce qu'aujourd'hui les jeunes pourraient représenter en termes de basculement du champ politique. Le Rassemblement national compte sur les vieux, les socialistes comptent sur les vieux, la droite compte sur les vieux. Qui compte aujourd'hui dans le champ électoral sur les jeunes? Qui compte sur leur émancipation électorale? Je pense que c'est un point essentiel. Et je pense que cet exercice budgétaire devient un exercice démocratique et politique, mais qui peut nous inquiéter sur la façon dont nos représentants sont aujourd'hui capables d'imaginer le futur de la France. Akram Belkaïd. Oui, beaucoup de choses ont été dites. J'aimerais commencer par citer une anecdote rapportée par Jean-Claude Guibaud, que je salue s'il nous écoute. L'écrivain Claude Roy a été interrogé au début des années 90. On lui a demandé ce qu'il pensait de la chute du mur de Berlin. Et sa réponse avait été assez délicieuse. Il avait dit « c'est une très bonne chose, il faut s'en réjouir. Mais désormais, maintenant, qui va faire peur aux riches et aux ultra-riches ?» Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas analyser le budget qui vient d'être débattu à l'Assemblée ou qui va continuer à l'être, qui va être, à mon avis, peut-être modifié, sans prendre en compte le contexte mondial dans lequel nous sommes, en tout cas le contexte qui concerne l'Occident, qui est un contexte d'explosion des inégalités. Lucile vient d'en parler. Inégalités qui ne cessent de s'accroître. Quand on compare les écarts de richesse qui existaient dans les années 60, 70, 80, jusqu'à la fin des années 90 et aujourd'hui, on est à des niveaux de différence absolument extrêmes. Par rapport à ça, il est nécessaire, à mon sens, qu'il y ait des réponses politiques. Surtout si la toile de fond raisonnable dans le discours politique est de dire il y a beaucoup trop de dettes, les chiffres sur le PIB ont été donnés, il faut une certaine dose d'austérité. D'accord pour l'austérité, mais qui soutient, qui subit cette austérité? De quelle manière va-t-on faire en sorte que les plus démunis, les plus pauvres, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont les jeunes qui commencent dans la vie, soient les moins affectés? Ce budget, il y a une chose qui l'a parasité, c'est tout le débat autour de la taxe Zuckman. Il était clair qu'elle ne serait jamais votée. On a entretenu ça parce que les confrères, les médias aiment bien ce genre de gadgets, ce genre de hochets pour déterminer des camps binaires, etc. et tout, mais on ne peut pas ne pas faire l'économie d'une réflexion sur la redistribution et sur le rôle que les plus riches, les plus je dirais les plus ceux qui sont, je n'aime pas le terme privilège, mais ceux qui en ont les moyens peuvent contribuer à, je dirais, à l'ajustement budgétaire nécessaire actuellement. Or, ce qui se passe, c'est qu'on a une assemblée qui a balayé tout ça d'un revers de manche. Le RN, le Rassemblement national, a confirmé en cela que tous les débats autour de sa capacité sociale, sa dimension sociale, ne sont que des plans sur la comète. Ce n'est absolument pas le cas. Le Parti socialiste, avec sa proposition, je dirais, très tempérée, modérée, pourrait peut-être s'inspirer de ce que voulait faire Jospin à la fin des années 90 et abandonner de manière définitive le label socialiste, puisque c'est aujourd'hui se confirme que c'est plus un parti de centre-gauche, voire de centre, qu'un parti dit socialiste. Et enfin, moi je note qu'il y a une disparition de ce qu'on appelle, malgré le niveau je dirais, de prélèvements sociaux, il y a une disparition assez nette du champ politique de ce qu'on appelait jadis la droite sociale. Je pense que quelqu'un comme Philippe Séguin, qui, s'il revenait aujourd'hui, ne reconnaîtrait pas les siens. Et donc, on a un débat à avoir dans cette société sur l'effort et sur qui est obligé de donner plus, parce que la situation, et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, la situation est assez alarmante, ne serait-ce que sur la question des services publics.
pour qui sillonne la France, c'est quelque chose qui saute aux yeux. L'état de certains hôpitaux, l'état de certaines lignes ferroviaires et le niveau de colère que cela peut engendrer. Nous avons eu un épisode dont tout le monde fait mine aujourd'hui d'oublier, qui a été celui des Gilets jaunes en 2018-2019. Je pense que nous avons de nouveau une situation, alors je ne vais pas parler de jacquerie, je ne vais pas parler de situation insurrectionnelle, ni quoi que ce soit, mais en tous les cas, les débats autour du budget, il me semble qu'ils font abstraction d'une colère réelle que l'on ressent au sein de la société française, et colère qu'il ne faudrait pas négliger pour la stabilité des années à venir. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je suis fondamentalement solidaire d'Akram sur un point. C'est que je suis comme lui un littéraire. Et donc j'aime à discuter d'une façon générale sans les chiffres. Mais je suis en même temps, chacun reconnaît cette qualité en moi, d'une extrême modestie. Et d'une grande donc, brièveté. je dois reconnaître que quand j'écoute Antoine, je me dis qu'il met des chiffres en plus et que ça a quand même, à mon avis, plus de force. Bon. Sinon, mais je vais quand même être fidèle à ma tradition d'incompétence. Et je crois que je voudrais analyser, je suis globalement même tout à fait d'accord avec ce qu'a dit notamment Antoine, je ne suis pas en désaccord complet avec ce qu'a dit Lucille, mais je crois que l'analyse, je partage très profondément le diagnostic d'Antoine. Je voudrais analyser la chose d'un autre point de vue, qui est le point de vue politique. Qu'est-ce que c'est? À quoi assistons-nous en ce moment? On assiste à une tentative institutionnelle qui est à mon avis intéressante, de tentative un essai de compromis entre des partis qui traditionnellement, depuis la guerre, depuis la libération en tout cas, n'étaient pas fondamentalement sur des lignes opposées et qui le sont devenus au cours des dernières années, notamment parce que le Parti socialiste, pour des raisons qui lui sont propres, a écouté les sirènes de LFI et s'est engagé dans une lecture économique et sociale assez radicalement différente de ses fondamentaux. Et alors je crois quels sont les termes du compromis politique. Les termes du compromis, c'est en termes institutionnels. C'est de dire, nous, Bloc central, le Cornu, nous consentons à l'abandon du 49.3, donc nous refusons de faire voter le budget, le pistolet sur la tempe, et vous, en revanche, vous acceptez des logiques de compromis. Et des logiques de compromis, formellement, et ça, le Cornu l'a rappelé, il avait raison, ça impliquerait un mode de fonctionnement un peu à l'allemande. C'est-à-dire qu'on se réunirait et on dirait, voilà, nous tenons vraiment à ça, pas à ça, comment on fait, et on bâtirait une sorte de compromis. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le 49.3 a été abandonné, mais ça n'empêche pas que le gouvernement garde, à travers le président de la République, un droit de dissolution, qui est une sorte de super 49.3 final, et la logique de compromis a été refusée par le Parti socialiste, qui a dit non, on n'est pas là pour sacrifier nos idées a priori, place au débat, amendement par amendement, chapitre par chapitre, d'où cette situation aberrante et qui plonge l'ensemble de la population française dans la perplexité la plus grande avec ces foires d'empoigne continuelles. Sur le compromis, qu'est-ce que pourrait être un compromis? Il me semble d'abord que ça devrait être un compromis entre la dette et l'augmentation des dépenses. On voit, je crois, que la base de cette affaire, alors Antoine dit ça fait très longtemps que ça dure, il a raison, mais ça dure, c'est beaucoup plus fort aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le couteau sous la gorge, on a les agences, on a une difficulté, on peut pas continuer comme ça. Disons que jusqu'à présent, on allait vers le fond de la piscine, maintenant on creuse.
Bon, donc il fallait quand même réagir. Et alors là, je crois qu'il devrait y avoir un consensus sur le fait qu'on doit modérer la dépense de façon extrêmement précise et forte. Mais alors, ça, c'est peut-être un compromis qu'on pourrait trouver, bien que la méthode soit contraire. Mais alors comment, et c'est la seconde chose, comment doit-on faire cette réduction? Le compromis, c'est de dire qu'il peut peut-être y avoir un peu d'augmentation des prélèvements, mais que ça doit aussi être un effort sur la dépense. La droite est plutôt actuellement soucieuse de ne pas augmenter les prélèvements, voire de les réduire, en tout cas de les augmenter aussi peu que possible, et la gauche devrait faire un effort pour dire oui, on doit quand même réduire les dépenses sociales qui ont été définies par Antoine tout à l'heure. Or là, ça marche pas du tout comme ça. La gauche, le Parti socialiste, dit non. Ce qu'il faut, c'est augmenter les dépenses, augmenter les impôts pour continuer à financer des dépenses et ne faire aucune économie réelle. D'où cette espèce de chose asymétrique. La deuxième compromis, c'est sur l'impôt. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le compromis sur l'impôt? La droite dit il faut protéger, enfin la droite, le bloc central ou la minorité centrale, je ne sais pas comment il faut l'appeler, dit il faut protéger l'appareil de production. Et c'est très logique. Songez à la taxe Zuckman, indépendamment de ses modalités, c'est évidemment quelque chose de très grave, parce que si vous attaquez l'investissement, c'est-à-dire si vous dites non, je transforme une partie de ce qui est investi dans des entreprises en prélèvement fiscal et donc je le reconvertis en consommation, en fait, vous faites exactement ce qu'il ne faut pas faire économiquement et vous aggravez la dette. Puisque vous prélevez au bénéfice du budget de cette année, de l'argent qui ne produira pas, c'est l'histoire de Malhuret avec sa vache, qui ne produira pas de lait après, qui ne produira pas de dividendes. Donc de toute manière, au bout du compte, vous aurez une réduction de l'assiette fiscale. Donc c'est une démarche d'endettement. Bon, donc vous avez cette logique-là, et vous avez l'autre logique qui est de dire, bah oui, il faut à ce moment-là faire prélever sur les revenus. Les revenus, donc sur les particuliers. Donc là, c'est un compromis qui doit être fait. Troisième compromis, comment on prélève sur les revenus? Bah là, c'est assez simple. Soit on considère, ce qui est l'idée de la droite, que tout le monde doit payer, et ça orienterait vers une taxation par la CSG ou par la TVA, etc. Ou alors on considère que c'est les hauts revenus qui doivent payer les gens riches, et on fait les hauts revenus. Mais là, c'est un compromis qui n'a pas lieu, donc sur aucun plan, on est vers un compromis satisfaisant. Et je conclurai en disant pourquoi la gauche n'arrive pas à accepter, la gauche s'enferme dans une logique qui est qu'elle ne comprend pas aujourd'hui, car c'est ça le choix qui est pour elle. Le choix est de savoir si on sauve une politique gouvernementale réaliste qui maintient les grands équilibres et qui permet de continuer le système dans des conditions à peu près optimales, ou si on cède à une dérive populiste, ce qui conduit inévitablement au Rassemblement national. Donc l'arbitrage politique pour les socialistes, il est là. Est-ce que je torpille le bloc central sous toutes ses formes, au sens le plus élargi du terme, et je favorise le Rassemblement national, ou est-ce que je fais ce qu'il faut pour qu'on arrive dans les mois qui viennent avec un système qui prenne un peu moins l'eau qu'aujourd'hui? Ça, et je termine par une phrase, parce que non, je dois faire un truc symétrique. Non. Je dis non, c'est clair. Non, car il y a la droite, et j'ai un mot à dire sur la droite, je suis tout à fait décidé à le dire, et la droite, elle, est prisonnière d'une contradiction aussi profonde, mais de nature différente, c'est qu'elle s'est enfermée dans une logique de régicide, et elle n'accepte plus le loyalisme qu'on doit au président, au gouvernement, à la majorité qui l'a fait naître. Voilà deux catégories de gens qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Merci, Philippe, de m'avoir permis de terminer de façon symétrique.
C'était de bon cœur. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais revenir sur ce que disait Akram sur la taxe Zuckman érigée en totem par la gauche. Je pense que c'était une erreur parce que au fond ce que demandent les Français c'est de l'opérationnalité. Lorsqu'Akram nous rappelait que les services publics dysfonctionnent sur l'éducation, sur l'hôpital, on pourrait dire aussi sur les transports en commun dans beaucoup d'endroits quand il n'y a pas de transport en commun dans la ruralité, je crois que la demande des Français c'est aussi une demande d'efficacité de la dépense publique et de juste investissement. Donc il y a l'opérationnalité et ça, je pense qu'on pourrait prendre à témoin la société française si on avait une discussion opérationnelle sur le budget, si on ne comptait pas seulement sur le Conseil constitutionnel pour dire « écoutez, tout ça n'est pas praticable ». La deuxième chose sur l'opérationnalité, c'est ce que vient de dire Jean-Louis sur le jeu d'acteurs. On voit bien qu'aujourd'hui, les socialistes sont extrêmement embarrassés. Ils préfèrent aller faire des déjeuners secrets qui sont immédiatement dans la presse avec Sébastien Lecornu que de discuter avec les députés du Bloc central. Et les députés du Bloc central préfèrent ne pas être à l'Assemblée nationale plutôt que de discuter avec les socialistes. On voit que les socialistes ont une sorte de surmoi côté à la France insoumise qui les empêche d'une certaine manière d'imaginer ce compromis. Ça, c'est un problème. Et on voit que les députés du Bloc central ont un problème qui est celui de se dire mais au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de renier Emmanuel Macron et est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin par rapport à ce qu'on représente en termes d'identité politique. Chacun doit aussi mener d'une certaine manière une sorte de psychanalyse politique. Et ça, c'est un point qui manque lourdement dans le jeu d'acteurs aujourd'hui. C'est un point essentiel. Et puis, je voudrais rappeler que, puisqu'on est en termes arithmétiques, s'il s'agit de faire un compromis, il faudra à la fois avoir des socialistes, des députés du Bloc central et des députés de droite. Et ça oblige d'une certaine manière à imaginer une solution à l'allemande, où on avait une coalition où il y avait des socialistes, des libéraux et des écologistes. C'est une solution radicalement nouvelle et ça suppose évidemment une évolution psychologique de la part des députés que pour l'instant ils n'ont pas menée. Antoine Fouché. Oui, 3 points rapidement, Philippe. Pour prolonger ce qu'a dit Akram sur les inégalités, je crois qu'il faut faut préciser quand même, parce qu'il y a certaines inégalités qui augmentent et d'autres non, pas du tout. Hein. Donc, et dans les inégalités qui n'augmentent pas depuis 50 ans, c'est les inégalités de rémunération. Contrairement à ce qu'on entend parfois, vous trouverez ces chiffres dans Revenus et patrimoine de l'INSEE 2024, pour passer des 10% les moins bien payés aux 10% les mieux payés en France, il ne faut pas multiplier son salaire par 100, par 50, ni même par 10, ni même par 5, mais par 3. Vous sortez des 10% les moins bien payés à 1 426 € au SMIC et vous y rentrez à partir de 4 000 € net. À partir de 4 000 € net, vous rentrez dans les 10% les mieux payés en France. Donc c'est un facteur de 1 à 3 pour passer, dit techniquement, du premier au dernier décile. Sur le patrimoine, le facteur pour passer du premier au dernier décile, c'est 157. Donc on est un pays hyper égalitaire en termes de rémunération du travail. C'est pour ça que n'importe quelle taxation supplémentaire que vous gagnez bien ou mal votre vie en travaillant est une forme d'injustice. En revanche, on est très inégalitaire sur le patrimoine. Je voulais juste rappeler ça parce que du coup, sinon, on a tendance à dire qu'on peut augmenter la taxation sur les gens qui gagnent leur argent en travaillant. Or, même, encore une fois, quand vous êtes dans le dernier décile, on est, de ce point de vue-là, dans une société très égalitaire. Le deuxième point, très vite, Philippe, du coup, j'en ferai que 2 et pas 3, c'est que je pense que derrière notre discussion sur le budget, en fait, je sais pas si c'est pour reprendre une psychanalyse nationale, comme disait Lucie, ou psychanalyse politique, je sais pas. Mais il me semble que fondamentalement, le sujet de fond qu'on a derrière et dont le budget n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est l'avènement de ce que Marcel Gauchet appelle la société des individus. Et nous n'arrivons plus à faire primer l'intérêt général dans une société d'individus. Je prends l'exemple que Lucille a pris sur la santé. Juste un exemple. Nos dépenses d'assurance maladie augmentent 3 points de PIB. C'est-à-dire qu'en euros constants, nous dépensons 100 milliards d'euros de plus par an par rapport à il y a 50 ans pour l'assurance maladie. Et pourtant, nous fermons des hôpitaux. Il y a moins d'hôpitaux en France qu'il y a 50 ans. C'est clair. Mais pourquoi ? Parce que là où nous voulons prioritairement, collectivement, mettre l'argent, c'est sur le remboursement des médicaments. C'est-à-dire sur le pouvoir d'achat. Parce que ça, c'est concret, on le voit quand on va à la pharmacie, quand on va à l'hôpital, etc. Le reste à charge, on le voit.
Alors que quand c'est quelque chose de collectif, des hôpitaux dans des endroits où plusieurs d'entre nous n'iront jamais ou qu'on n'habite pas à cet endroit-là, on se dit « Ah oui, mais là, on pourrait faire de l'efficacité ou on pourrait faire de l'efficience. » Si on met plus d'argent dans l'hôpital, on va se dire « Oui, mais quand même, il pourrait être mieux organisé. Et puis, il est 35 heures à l'hôpital. Et puis, il y a une couche administrative en trop. » Si on met plus d'argent dans l'éducation, on va dire « Oui, mais quand même. » Et c'est pas complètement faux. Le back-office par rapport au front-office, en France, est beaucoup trop important. Il y a des couches administratives trop importantes. Donc, d'abord, on va quand même mieux organiser avant de mettre de l'argent collectif de plus dans les services publics. Et tout ça est pas complètement faux, c'est vrai. Mais à la fin, dans une société d'individus qui jugent en fait, qui se rapportent à l'intérêt général en regardant ce que chaque année l'État, au sens général, lui apporte ou lui prend, c'est-à-dire en fait la prestation sociale. On a un rapport à l'État qui est un rapport l'État comme un guichet ou comme un prestataire de services. Nous privilégions systématiquement l'individu par rapport au service public ou par rapport au collectif, et nous n'arrivons pas à réinverser les priorités parce que dès que c'est collectif, on se demande si on va en profiter en tant qu'individu. Et tant qu'on n'arrive pas à renouer ce lien, en refaire nation en partant de l'individu, on va continuer de s'appauvrir collectivement. Si je le dis en termes gauliens, vraiment pour finir, ça fait 50 ans qu'on fait passer les Français avant la France. Et à force d'affaiblir la France, on appauvrit les Français. Akram Belkaïd. Oui, juste deux petites réactions sur les chiffres des inégalités. Je suis tout à fait d'accord si on prend les 10%. Moi, ce qui m'interpelle plus, c'est les écarts avec les 1%. Lesquels 1%, on peut dire ce qu'on veut, mais l'ombre des 1% a plané et plane sur la confection de ce budget. On ne va pas se le cacher. On sait quel est l'état aujourd'hui et la répartition des avoirs médiatiques en France. On sait comment peuvent être fabriqués les débats. Et effectivement, on a parlé de compromis. Jean-Louis a parlé de compromis entre dette, augmentation des dépenses. Moi, j'aimerais aussi qu'on interroge cette tendance aussi qu'on n'a pas citée, qui est que depuis plus d'une décennie, on a tout de même des prélèvements concernant cette catégorie de la population qui est plutôt une tendance baissière. Et donc c'est cela qu'on peut interpeller. Est-ce qu'il est normal dans une situation où on dit tout ça va mal, demain la dette s'accumule et on a des records absolument de profits absolument astronomiques, il est tout à fait normal de poser la question des prélèvements par rapport à ces masses d'argent qui sont accumulées. Dernier point, et pardon, mais je fais toujours très attention sur l'expression moyen de production. Effectivement, si on touche à une usine, si on touche au capital d'une entreprise, ça peut être problématique. Je conteste par contre l'idée qu'on puisse appeler moyen de production une holding qui détient des avoirs de manière à optimiser les prélèvements fiscaux. Là, je peux... On en a parlé tout à l'heure de l'avoir improductif, ou je ne sais plus quelle formule tu as utilisée. L'impôt sur la fortune improductive. Bon, alors ça peut faire sourire, mais je pense que c'est un vrai débat éthique qu'une société devrait avoir sur cette question-là, parce que des holdings qui ne servent à rien, si ce n'est à faire échapper des montants absolument faramineux à l'impôt, ça mérite d'être questionné, ça mérite d'être sur le débat. Or, c'est une partie de ce débat qui est aujourd'hui quasiment difficile, parce que, comme l'a dit Lucile, on agite des totems, on fait croire la taxe Zuckman, ça devient la solution pour les uns, ça devient la menace pour les autres. Non, mais c'est pas ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de comment on réagit par rapport à cette situation d'inégalité et de ces masses d'argent improductifs qui ne servent qu'à donner des chiffres astronomiques quand on a les classements des grandes fortunes publiés par tel ou tel hebdomadaire. Antoine Fouché. Toujours pour prolonger le débat, deux choses par rapport à ce que vient de dire Akram. C'est pas incompatible, je pense, ce que vous venez de dire sur l'explosion des rémunérations. Alors, ça serait pas les 1%, pardon. Jean-Louis va encore dire que je donne trop de chiffres, mais on rentre dans les 1% en France à 9 000 € net par mois, et donc c'est un rapport de 1 à 7 entre les 10% les moins bien payés et les 1% les mieux payés, et celui-là n'a pas bougé non plus. Ce qui a bougé, c'est les 0,1%, c'est les premiers millièmes, où là, si vous rentrez dedans à 22 000 € net par mois,
Et ça a vraiment augmenté, ça a doublé ou triplé même depuis 30 ans. Mais pour une raison qui est complètement compatible avec ce que vous avez dit, c'est que sur ces niveaux-là de rémunération, c'est pas de votre travail que vous vivez. Vous vivez d'abord de votre patrimoine. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans les 0,1%, la majorité de vos revenus vient du patrimoine et pas du travail. Et donc, c'est complètement compatible avec tout ce que nous disons ensemble. Donc, du coup, j'en profite pour mon troisième point, Philippe, qui était... Je le savais. Voilà. Qui était parce qu'une fois qu'on a dit ça, on peut se dire bon, on va faire comme le Parlement d'aujourd'hui, c'est-à-dire on va être indifférent à l'intérêt général et puis chacun pour soi. Il y a aussi une autre manière de dire mais comment est-ce qu'on pourrait faire ? Alors Jean-Louis en a essayé d'en esquisser une, chacun d'entre nous aussi, sur comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. Moi, je reste convaincu que on a besoin de s'engueuler civiquement entre Français sur les causes de notre déclin et que le sursaut, c'est le sursaut au déclin, disait Le Cornu. Là, c'est un budget du déclin, ça c'est sûr, c'est pas un budget du sursaut. Mais le sursaut, il ne peut venir il y a deux options, hein. Il vient soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. L'extérieur, je n'y crois pas parce que nous sommes protégés par l'Europe. C'est l'effet pervers, inattendu, disons, de l'euro notamment. Si nous n'avions pas l'euro, ça fait longtemps qu'on nous prêterait plus 350 milliards d'euros, ou ça ferait 2000 milliards de francs pour nous endetter. Les marchés auraient moins confiance, ou ça serait à des taux d'intérêt très élevés, et donc on aurait régulé. Là, on est protégé par l'euro, et donc on peut s'endetter, protégé par la zone euro, et notamment par l'économie allemande. Donc le sursaut viendra pas de l'extérieur. Le FMI non plus, n'interviendra pas en Europe. Peut-être la BCE, les règles européennes, un peu l'accord de rappel des marchés financiers, mais les marchés financiers sont intéressés aussi à la stabilité. On voit que l'annonce sur la suspension de la réforme des retraites n'a pas fait exploser les taux d'intérêt, contrairement à ce qu'on nous avait prédit. Et en plus, les marchés financiers ont plutôt intérêt à ce que la France rembourse sa dette, une dette la plus élevée possible, même si elle creuse sa tombe économiquement sur un demi-siècle, parce que ce qui les intéresse, c'est pas la grandeur et la liberté de la France, c'est d'être remboursée. Donc, de toute façon, ça ne viendra pas, me semble-t-il, on ne peut pas attendre le sursaut national d'une contrainte extérieure, et même si c'est la contrainte extérieure qui nous la dicte, elle le fera en fonction des intérêts de cette contrainte extérieure, intérêts financiers des marchés financiers, intérêts réglementaires de la Commission européenne, intérêt de la stabilité financière du FMI éventuellement, pas l'intérêt de la France. Donc notre intérêt, c'est de nous ressaisir nous-mêmes. Intérieurement. Et là, je vois pas trop comment, et j'en terminerai par là, on peut s'en sortir autrement que par une prise de conscience nationale qui serait actée, mais ce serait un point de désaccord avec Jean-Louis, notamment, par référendum. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que il y a en ce moment une nouvelle biographie en 3 tomes de Charles de Gaulle qui est en train de paraître, et il y a une phrase, notamment de De Gaulle, qui sert à faire la promotion de cet ouvrage. Et De Gaulle dit souvent, les Français ne se rendent pas compte, avec leur histoire millénaire, qu'ils n'auront pas toujours un sauveur pour les sauver. Et là, il n'y aura pas de sauveur. Il n'y aura pas de sauveur parce que dans une société d'individus, il n'y a pas de sauveur. Il y a des sauveurs quand les crises sont encore plus profondes ou en temps de guerre. Et on ne peut pas souhaiter une guerre quand même pour un sursaut national. Donc il faut qu'on se sauve nous-mêmes. Il n'y aura pas de sauveur, donc il faut qu'on se sauve nous-mêmes, qu'il y ait une prise de conscience nationale de notre situation et qui réoriente nos choix politiques depuis 50 ans en lui donnant une force, une légitimité telle qu'elle ne sera contestée et contestable surtout par aucun parti politique parce qu'elle aura été approuvée, impulsée souverainement par le peuple. Et après, Jean-Louis va me dire, oui, mais si on vote non, tant pis pour nous, on aura choisi souverainement le déclin. Non, c'est pas si on vote non, c'est qu'on votera non. Akram, qui pendant les essais de voix citait l'international, devrait être content. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes. Lucille Schmitt. Oui, moi, ce que je regrette, c'est que dans cette discussion budgétaire, la figure de l'entreprise devienne de plus en plus floue. C'est-à-dire que du côté de la droite, du côté de ceux qui défendent les entreprises, de la liberté d'entreprendre, etc., on a le sentiment qu'il y a vraiment une sorte de lien entre une vision de la production que je trouve... Franchement, je n'arrive pas très bien à comprendre de quoi il retourne. Il s'agit d'une vision qui permet d'imaginer, par exemple, une production plus verte, une production qui permet de regarder l'avenir en face, ou si c'est une production
de biens de luxe, de fast fashion, enfin je ne sais pas de quoi il retourne, alors qu'il me semble évident qu'aujourd'hui, à mesure que l'État est de plus en plus empêtré, il serait important d'élargir la vision, la manière dont on voit le rôle des uns et des autres au sein de la société, dans l'interaction entre l'État et les entreprises, entre la société et l'État. Et ça, on voit bien que dans le débat budgétaire au Parlement, on a affaire trop souvent à des personnes qui sont des professionnels de la politique, qui sont habitués à parler des choses sous forme de slogans et pas en termes de complexité. Et du coup, le décalage entre ce que nous vivons lorsque nous sommes des citoyens, lorsque nous vivons normalement en gagnant notre vie, et ce qui se passe au Parlement me semble extrêmement important, et notamment sur les questions économiques, financières, et même y compris sur l'opérationnalité, je reviens là-dessus. Je voyais par exemple que le directeur général de la CNAV, donc qui doit mettre en œuvre cette question de la suspension de la réforme des retraites, appelait à la vigilance en disant « mais vous savez, pour l'instant, ça supposera plusieurs mois en fait de réexamen des dossiers et ça risque de bloquer la possibilité de verser leur retraite à ceux qui la demanderont ». Donc on se dit « mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce décalage entre un débat purement fictionnel qui d'une certaine manière relèverait d'une série sur Netflix et la réalité de ce qui se passe ?» Et il me semble que sur l'articulation entre secteur privé et secteur public, c'est particulièrement net. J'aimerais que la figure des entreprises, par exemple, qui regardent l'avenir, qui sont écologiques, que les patrons engagés, ça ressortent. Et au fond, je vois juste un débat entre une droite rancie et une gauche par moment que je trouve très décevante, je le dis, en étant de gauche. Jean-Louis Bourlange. Oui, je voudrais juste donner une indication statistique qui me paraît intéressante. Je me mets à citer des chiffres. Ils sont pas moi qui les ai établis. Dieu nous mon ami Philippe Trainard. On a l'impression que les 2000 foyers fiscaux du sommet de l'échelle sont extrêmement compacts et que ça représente, c'est des gens qui sont stables, etc. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une extrême mobilité. Autant le dernier centile, ceux qui sont en bas, là, les pauvres gars, ils y restent et ils sont très mal. Mais les statistiques montrent que un quart des ménages, sur une statistique sur les États-Unis, 24% des ménages qui étaient dans le centile le plus élevé en 1987 s'y trouvent encore 20 ans après. Donc il y a 75% qui ont disparu. Il perd cette catégorie perd près de 36% de ces nouveaux entrants dès l'année suivante, puis 16% la deuxième année. Et quant à la mobilité intergénérationnelle, elle est encore plus élevée, puisque seulement 14% des enfants américains nés de parents qui étaient dans le centile le plus élevé en 1987 s'y retrouvent eux-mêmes en 2007. 14%. Ce que ça veut dire, c'est que tout cela, ce sont des entrepreneurs, ça va, ça vient, ça bouge. C'est pas du tout quelque chose de structurel. C'est pas les fameuses 200 familles dont on se distribuait la liste dans les rues de Paris en 1936. Bien, c'est le moment, me semble-t-il, de reconnaître que nous avons atteint notre dernière section, celle des brèves, que je vais ouvrir en vantant deux choses totalement différentes. D'une part, un film fait pour Netflix et sur Netflix de Catherine Bigelow, A House of Dynamite, qui est non seulement, comme très toujours les films de Catherine Bigelow, un suspense remarquablement construit, mais en plus une réflexion non pas sur une attaque nucléaire, puisque je pense que chacun sait que c'est à partir de l'éventualité d'une attaque probablement nucléaire sur Chicago que le film est construit, mais sur la prise de décision. Sur la prise de décision, et c'est en quoi le film est très différent du Docteur Folamour de Kubrick, sur la prise de décision dans un contexte qui est extraordinairement formaté par les moyens et de l'informatique et de tout ce qui va avec, et formaté par le souci précisément d'avoir tout prévu. Et à l'intérieur de ça, il y a des gens qui doivent prendre des décisions cruciales, on l'imagine, avec une rapidité considérable, même si tous les spécialistes de la chose disent que pour les besoins de son film, Catherine Bigelow, et elle a bien raison, exagère cette rapidité. L'autre recommandation que je voudrais faire n'a rien à voir, c'est sur un livre de Luc Béraud, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, pas de ce livre, mais d'un autre de Luc Béraud. Luc Béraud est un cinéaste qui écrit sur le cinéma et qui écrit d'une manière extrêmement pédagogique, qui a le souci de faire en sorte qu'aucun terme technique ne soit compréhensible par ses lecteurs. Et là, c'est toute sa période, la longue période pendant laquelle il a été assistant,
qu'il raconte chapitre par chapitre et qu'il intitule « Au travail avec Duras, robe grillée, rivette », on peut ajouter Eustache, etc. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas grand-chose à voir ni avec Netflix, ni avec Catherine Bigelow, mais c'est y compris quand on est en désaccord ou quand on est un peu réfrigéré à l'idée au nom du cinéaste que Luc Béraud va décrire le travail. Je pense par exemple à Marguerite Duras, dont je ne peux pas évoquer le nom sans rappeler la phrase immortelle de Pierre Desproges disant « Elle n'a pas écrit que des conneries, elle en a aussi filmé ». Mais avec ce préjugé, sans doute évidemment injuste comme tous les préjugés, je n'en ai pas moins lu avec beaucoup d'intérêt ce que Luc Béraud écrit à propos de Marguerite Duras. Akram Belkaïd. Oui, je vais être une nouvelle fois littéraire, si vous me le permettez. Je vous recommande vivement la lecture d'un recueil de textes très courts de 17 écrivains qui ont pris la plume pour la Palestine, avec pour titre de ce recueil « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie ». Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie, c'est le titre d'un poème du grand poète palestinien Mahmoud Darwish, que tous les jeunes Palestiniens apprennent à l'école primaire. Et donc, il y a des textes de Annie Ernaux, Alain Damasio, Le Clésio aussi écrit et Joseph Andras. C'est très fort, ça restitue la situation et ça montre que la littérature peut souvent décrire des situations que les médias ont de plus en plus de mal à appréhender. Et de façon plus générale, si vous le permettez, je recommanderais un autre ouvrage du politiste Ziad Majed qui concerne le miroir du Proche-Orient. C'est un essai qui revient sur les 8 grands moments qui ont façonné cette région. C'est publié aux éditions La Découverte et c'est assez bien mené. Ça permet d'avoir, je dirais, un recul et une vision assez profonde de la situation actuelle. Je terminerai par une parenthèse. J'ai été très content, je suis toujours très content quand je vois un titre avec l'expression Proche-Orient, parce que chez nous, par exemple, au Diplo, on bannit l'expression Moyen-Orient, qui est une très mauvaise traduction de Middle East. Et donc, si on veut défendre la langue française, on recommande aux uns et aux autres de continuer à utiliser l'expression Proche-Orient. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec le vote de cette résolution du Rassemblement national. Vous savez, à une voix près, 184 contre, 185 pour la dénonciation de l'accord de 1968, l'accord franco-algérien de 1968. Je ne vais pas revenir sur la question du contenu, mais ce qui me semble important par rapport à ce vote qui s'est joué sur un fil, et alors que un certain nombre de députés étaient absents, beaucoup du bloc central, mais aussi à gauche, c'est qu'on voit bien une progression, bien sûr, du Rassemblement national et des alliances de circonstances pour faire voter des textes portés par le Rassemblement national, avec l'idée qu'au fond, cet accord franco-algérien, il fallait le dénoncer d'une manière ou d'une autre. On peut en discuter, mais le sujet, c'est au fond que ceux qui disent qu'ils sont les adversaires du Rassemblement national, aujourd'hui développent à l'égard de ce parti politique des alliances d'opportunités tactiques, et que ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'au moment des élections législatives de 2024, il y a eu un front républicain qui a assez bien fonctionné et qui a permis d'ailleurs à un certain nombre de députés de droite ou du bloc central d'être élus, et qu'aujourd'hui on voit bien que ce front républicain n'a aucun débouché sur le plan de la pratique politique. Ça, je pense que c'est un point essentiel. Puis la deuxième chose que je voulais dire à propos de l'Algérie, c'est qu'on voit bien que c'est un sujet complexe, sur lequel évidemment le régime algérien est absolument coupable. Je veux dire, ce qui se passe, c'est qu'il instrumentalise évidemment la haine de la France, comme il l'a toujours fait depuis l'indépendance, mais que, au-delà du régime algérien et du gouvernement français, il y a une complexité. Pour le coup, je rejoindrai ce que vient de dire Akram sur la question de proche entre l'Algérie et la France, et proche vécu d'une façon qui aujourd'hui est au contraire dans l'absence de complexité, dans la binarité, dans le noir et le blanc. Et ça, à mon avis, les députés ont commis une erreur fondamentale là-dessus. On ne peut pas laisser ce sujet au Rassemblement national. Je terminerai en disant que Benjamin Stora a écrit de très bons articles sur ce sujet, en montrant comment le Rassemblement national, à l'époque le Front national, est évidemment né sur la question algérienne, sur la question de l'OAS. Donc on assiste
en 2025. Aujourd'hui, une sorte de balbutiement autour de cette relation entre l'Algérie et le Rassemblement national. Et les députés, peut-être par inculture, peut-être par ignorance, peut-être par opportunisme, n'ont pas voulu voir ce qui se passe là. C'est une question profondément politique qu'il faut affronter sur le fond et non pas de manière opportuniste. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi j'hésite entre deux brèves, je vais donc faire les deux brévissimes. Je suis allé en salle Colbert à l'Assemblée nationale mercredi dernier, j'avais emmené mon petit-fils, assister à la projection d'un film sur le général, le caudillo, Franco, le dictateur Franco. Ce film est en deux parties, je n'ai vu que la première partie qui s'arrête en 1939. Et l'ensemble sera, je crois, diffusé ce soir à la télévision. Et je trouve que c'est absolument fascinant et très intéressant. D'abord parce que nous avons un angle mort sur l'Espagne. On s'intéresse énormément à l'Italie, toujours, depuis toujours. Et en revanche, l'Espagne, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui ne pénètre pas très profondément dans nos médias. Or, Franco est un personnage absolument extraordinaire à étudier. Ce petit homme qui n'a l'air de rien, qui n'a aucun charisme, qui est simplement un manipulateur hors pair, est-il vraiment fasciste? Oui, parce qu'il a un parti fasciste, la Phalange, avec José Antonio Primo de Rivera, mais il a aussi, c'est aussi un traîneur de sabre sud-américain classique, auteur de pronunciamento d'un pouvoir militaire. Et la façon dont cet homme s'est installé au pouvoir, notamment on voit bien que le choix fondamental a été, à ce moment-là, a été le choix de l'Allemagne, parce qu'il s'est imposé parmi les autres putschistes, et il s'est imposé parce qu'il a passé un accord direct avec Hitler et qu'il a obtenu l'aviation, le concours de l'aviation de chacun sait le rôle essentiel dans un certain nombre de choses. Et alors c'est le spectacle de cette guerre civile espagnole, la misère de ce peuple d'Espagne, l'horreur, et le film est assez équilibré, il est très très nettement effectivement réprobateur, et on le comprend, de Franco, mais il ne met pas non plus dans l'ombre les souffrances, les horreurs de l'autre côté. Il montre que des deux côtés, c'est une guerre qui visait à exterminer, non pas à gagner, à prendre le pouvoir, mais à exterminer physiquement le camp d'en face. Alors ce soir, je crois que c'est sur la 5, je ne peux pas vous vérifierai, mais vous avez ce film, puis la partie que je n'ai pas vue, et je crois que c'est vraiment intéressant de se tourner une fois vers ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées. Vérité, erreur, disait l'autre, je n'en sais rien, mais en tout cas, là, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Antoine Fouché. Oui, alors moi aussi je vais faire deux brèves puisque c'est comme oui, la seconde c'est pas faite. Hein. Très rapidement. Le premier c'est un livre, le deuxième c'est des chansons. Donc vite, la première, un livre pour tous ceux qui ont envie de comprendre en quelques heures, 5-6 heures, disons de l'intérieur ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce que moi ça m'énervait de beaucoup lire là-dessus, de pas comprendre. Alors je suis pas ingénieur de formation, ceci explique peut-être cela, mais le livre qui m'a ouvert les yeux en remontant à la machine de Turing et en expliquant de façon très simple, sans termes techniques, ce que des ignorants comme moi, pour des ignorants comme moi en matière informatique, s'appelle Donnerons-nous notre langue au chat GPT. Il est écrit par Gilles Moïse aux éditions Le Petit Robert, et c'est absolument lumineux parce que on comprend vraiment, sans être un technicien, comment en fait fonctionne l'intelligence artificielle en remontant à Turing, et du coup on voit avec complètement un autre regard les grands enjeux en matière par exemple de productivité, de remplacement des travailleurs, de souveraineté, et il élude aucun de ces sujets-là en citant même les études les plus récentes. Et la deuxième brève très rapidement, c'est un groupe de musique qui s'appelle Le Trottoir, et que Philippe connaît, et deux chansons particulières, Sur les sentiers du monde et Au bar du printemps. Parce que si, après l'écoute de notre émission, on dirait quand même que bon, le destin français est pas particulièrement réjouissant, et ben ces chansons-là, elles remettent du baume au cœur. En dégageant un enthousiasme, une joie de vivre qui est tout sauf naïve, teintée de mélancolie, mais vraiment profonde, entraînante, et ça fait beaucoup de bien. Le Trottoir, Sur les sentiers du monde et Au bar du printemps.
Il est vrai qu'il est temps qu'en France, tout finisse par des chansons. Pour faire écho à ce que vient de dire Jean-Louis, je suis en train de lire les mémoires du roi d'Espagne, de l'ancien roi d'Espagne, du roi émérite, puisque ça existe, un roi émérite, Juan Carlos. Et il y a évidemment des tas de portraits de Franco qui, eux aussi, apportent des variations, des nuances, des choses, et notamment qui font se poser des tas de questions sur ce que voulait réellement ce général, et qui rappelle cette obsession, Jean-Louis disait, ces gens voulaient se détruire les uns les autres, et qui rappelle une obsession, celle de Franco et ensuite celle de Juan Carlos, qui est celle de refaire un pays dans lequel il y ait quelque chose qui ressemble à une unité. Le livre est un peu encombré de gémissements. Juste un mot. Franco avait dit à Juan Carlos, c'est un de mes collègues du PPE qui me l'avait raconté, il donnait des conseils à Juan Carlos dans ces derniers mois. Il avait dit, écoutez, monseigneur, je n'ai qu'un conseil à vous donner, faites comme moi, ne faites pas de politique. Merci beaucoup à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée. Merci à Benoît Carré qui va en assurer le compendium. Et merci également à Nicolas Tourneau qui assure le suivi du site et Olivier Magloire qui assure le suivi de la plateforme de financement. Merci à Michael Fristo et à Christian Sory qui ont enregistré pour nous cette conversation. Et merci à Nouvelles Écoutes et à Julien Neuville qui la produisent. Rendez-vous donc mercredi pour la diffusion de ce que nous allons enregistrer maintenant, c'est-à-dire les échanges avec le public. Et puis, bien sûr, dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.